Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour une nouvelle semaine en compagnie de Lucien Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Alors on continue cette historique, cette histoire du football corse, mais pas que, on essaye aussi évidemment d'élargir le prisme. Et on va parler de la question de l'identité dans le football, deux thématiques extrêmement liées, Lucien Philippe. Oui, le sport moderne est incontestablement, dans les sociétés occidentales, devenu un processus d'identification, c'est-à-dire un processus de formation des identités au plan international. C'est d'ailleurs extraordinaire, ce n'est pas qu'en Corse, c'est quand on fait une rétrospective historique qu'on constate le phénomène, mais on le constate un peu partout. Les hymnes, les drapeaux, la langue, l'histoire, mais le sport deviennent des éléments d'identification, c'est extrêmement important, l'incarnation de l'expression d'une identité spécifique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a commencé à apparaître aux premiers Jeux Olympiques, aux premiers championnats importants, internationaux, voire première Coupe du Monde. Et l'histoire du monde fourmille d'exemples de ces identifications très fortes, exacerbation peut-être même de processus identitaires, d'identités qui n'étaient pas respectées ou pas reconnues. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et le sport a incontestablement été instrumentalisé par les villes, les régions, les communes, les États. Des fois à l'envers, un État pour l'instrumentalise pour identifier une unité qui existe ou qui n'existe pas. Et très souvent, on le constate, nous, dans la période, par exemple, post-coloniale, le Sénégal a voulu véritablement que le sport soit pratiquement identitaire. Ah oui, surtout dans les équipes africaines. C'est vrai que c'est une thématique importante. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement intéressants. Et pour aller encore plus loin, il y a certaines entités politiques qui ont un sport spécifique, comme les Basques avec la chistera, le pelote basque, les Tahitiens avec leur pirogue. Vous voyez bien, quand un joueur tahitien veut célébrer un but, il se met à jouer comme s'il faisait de la pirogue. Il y a toute une série aussi d'identifications qui vont encore plus loin avec des sports qui seraient spécifiques. Mais le football étant devenu un phénomène planétaire, tout un chacun s'est attaché à lui donner un sens identitaire, politique, c'est évident. En France, par exemple, il y a aussi un sens régional, puisqu'il y a des identifications très fortes à certaines équipes, à certaines villes. On peut penser par exemple à Marseille, on peut penser à Nice. Là aussi, l'identité joue un rôle important. Voilà, Nice, c'est encore plus extraordinaire. Nice fait de son sport, du football en particulier, un phénomène d'identification culturelle et identitaire dont elle ressent le besoin. C'est extraordinaire. Les supporters de Nice, on est allé analyser un peu leur position. Ils essayent effectivement d'identifier, de se donner une identité particulière. Est-ce que justement, là, le football est le dernier rempart d'une identité qui est peut-être menacée, en train de mourir, comme c'est le cas peut-être pour Nice? Oui, c'est quand ces gens sont rassemblés dans une enceinte et qui, effectivement, ils essayent d'exalter, d'exprimer de façon un petit peu, je dirais, spectaculaire, une identification qu'ils ressentent et qu'ils voudraient faire connaître et faire ressentir. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est les Russes. Dans la Russie, il y a le phénomène inverse. Lorsque les équipes georgiennes jouaient dans le cadre du championnat de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, les Georgiens n'exprimaient pas leur identité. Mais quand, par exemple, vous avez des derbys maintenant, et Dynamo de Moscou, des derbys, des matchs entre le Dynamo de Moscou et Dynamo de Tbilissi, qui sont des termes se ressemblent. Tbilissi, c'est la Géorgie. C'est très fortement identitaire. C'est comme Zagreb quand elle jouait contre Belgrade. Oui. Vous avez Pays Basque ou la Catalogne qui joue contre le Real de Madrid. Vous avez... En France, souvent les derbys ont remplacé ces affrontements, je dirais, de type un peu identitaire. Des derbys Paris, Marseille, etc. Nord-Sud. Mais c'est très nettement la concrétisation d'un vecteur d'identification et d'identité très, très, très prégnant sur toute la planète. Lucien Philippe, merci. On se retrouve demain. Évidemment, on va continuer à parler football dès demain. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra. Je suis toujours en compagnie de maître Lucien Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, hier, nous avons parlé de la question de l'identité en général dans le football. On l'a vu en Corse, une identité qui survient assez rapidement, surtout dans les années 70. Finalement,
On l'a vu avec vous la semaine dernière, les premiers drapeaux apparaissent dans les stades très rapidement. Hein. Très rapidement. La Corse, quand s'est ouvert en quelque sorte la fenêtre, voire même plus que ça, l'ouverture vers les autres championnats, a traduit de façon extrêmement forte le drapeau, la bandière était pratiquement systématiquement dans les stades. Les étudiants corses qui étaient sur le continent à l'époque se déplaçaient quand les équipes corses jouaient sur la façade méditerranéenne ou partout. On a vu vraiment le parallélisme qui s'est mis en place entre l'expression sportive de ces clubs et l'expression d'une identité qui réapparaissait, qui se réaffirmait dans un moment précis de notre histoire commune. Est-ce que cette identité, justement, elle s'est plus incarnée dans certaines équipes ? Parfois, on a tendance à dire que Bastia serait l'équipe de la Corse. Comment s'est créée cette charge peut-être d'identification ? Comment expliquer justement peut-être que certaines équipes aient porté à un moment donné plus l'identité corse que d'autres ? C'est-à-dire que c'est l'époque qu'elles ont vécue, l'époque forte, l'irruption, c'est le cas de le dire, du Gazélec quand il fait véritablement irruption sur la scène sportive française. C'est quand, par exemple, il gagne 4 fois le championnat de France amateur, qui correspond à un niveau qui serait aujourd'hui plutôt la 2e division. Ça a quand même incontestablement été au cours de ces années assez fortes que sont les années 60 et quelques, 70, où un peu partout il y a cette réémergence des micro-sociétés qui n'étaient pas reconnues. Le Gazélec tombe au moment fort. Après, il y a les grands clubs que sont l'ACA et le Sporting qui se rendent dans le championnat de France professionnel. Il y aura une grande époque de l'ACA quand l'ACA joue en première division pendant des années avec une équipe excellente. Là, c'est une époque où le football corse est véhiculé par les trois clubs. Il y a surtout aussi après la période, là c'est extraordinaire, c'est la période 78-79 du Sporting Club de Bastia qui correspond parfaitement à une période d'internationalisation. Justement, est-ce qu'à un moment donné, on peut parler de l'irruption du contexte historique ? C'est-à-dire que si le Gazélec et la CA vivent leur époque, on peut dire un peu forte dans la fin des années 60, début des années 70, finalement, on peut dire que l'équipe bastiaise, elle, va vivre ces temps forts en plein moment où la question identitaire et la question nationaliste est sur le devant de la scène. Elle a mûri. Quand le Gazélec gagne, c'est le régionalisme. Retour à l'Hexagone, les Corses, retour à l'Hexagone, c'est le régionalisme qui est professé par certains, qui ne parlent pas encore d'autonomisme. Quand le Sporting, après quand le Sporting fait sa campagne extraordinaire à l'étranger, auquel on a participé. Moi, j'étais à la fois responsable de l'internationalisation à l'UPC et en même temps je suivais le Sporting dont j'étais supporter. Je peux vous dire une chose, c'est que partout où on est allé, c'était dans la même perspective d'internationalisation de la question corse. Les gens ont découvert à Zurich, ils croyaient qu'on était combien en Corse ? On était 10 000 à Zurich, ils pensaient qu'on était plusieurs millions dans l'île. C'est une période extrêmement forte de l'émergence de l'identité à travers le football. Zurich, pour ne parler que de Zurich, on peut parler de toutes les villes où le Sporting est passé. Ça a été une concomitance extrêmement importante des deux phénomènes. C'est ainsi finalement que Bastia a pu incarner à un moment donné la Corse entière. Voilà, Bastia a incarné puis il y avait beaucoup de cette époque-là, beaucoup de support autour du Sporting Club de Bastia, puisque c'était la première fois qu'un club corse allait en finale d'une Coupe d'Europe. Donc la Corse entière s'est attachée à cet événement. Et effectivement, Bastia a pris un petit peu le rôle de porte-drapeau de cette identification à l'extérieur, qui reste d'ailleurs des traces un peu partout. Ça n'a pas disparu dans le monde du football. Merci beaucoup Lucien Fély, on se retrouve demain. Justement, demain on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces épopées successives du Gazélec, de la CA et de Bastia. À demain, merci. Au revoir. Bonsoir, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza dans Storia Nostral et en compagnie de Maître Lucien Fély. Bonsoir. Bonsoir. Hier, nous avons parlé de cette identité qui s'est incarnée, on l'a vu, dans un contexte bien précis, puisque chacune des équipes de Corse les plus importantes a vécu un moment historique. On va retracer un petit peu aujourd'hui ces épopées, ces 3 équipes successives finalement qui sont survenues à des moments clés aussi de l'histoire de la Corse. Tout à fait. Il y a, si vous voulez, le miroir dans lequel le football a été vu par les Corses eux-mêmes, se sont reconnus à travers le football corse, sont effectivement liés
à l'évolution de la société insulaire. Et l'épopée du GFCA, la présence très forte des clubs en première division comme l'ACA et le Sporting à un moment donné, et ensuite la suite qu'a eu le Sporting sur le plan international, se traduisent parfaitement dans le contexte de ce que vivait la Corse au plan politique, social dans la même époque. Et aujourd'hui, c'est un peu une photographie, un arrêt sur image. Aujourd'hui, on a un peu aussi un football qui est majeur, puisque à 300 000 habitants, on a 4 clubs plus haut niveau, alors que Paris, avec ses 8 millions d'habitants, n'en a qu'un. C'est extraordinaire, ça fait réfléchir tout le monde. Mais c'est aussi la résultante, je crois, on récolte aujourd'hui la résultante de toute cette poussée extraordinaire qui a eu lieu il y a déjà 20-30 ans. Mais ça ne nous empêche pas d'ailleurs de nous poser des questions, de nous interroger sur ce que sera demain, effectivement, le football corse. Pourquoi on s'intéresse au football corse? Parce qu'il est un élément majeur, essentiel de la Corse contemporaine. Justement, il y a une question qu'on peut aussi se poser. Aujourd'hui, il y a 3 équipes, il y a 2 équipes donc en Ligue 1, une équipe en Ligue 2. Comment elle s'incarne cette identité aujourd'hui? Qui sont les supporters de chacune des équipes? Est-ce qu'on peut dresser, peut-être pas un portrait robot, mais en tout cas, est-ce qu'on peut essayer d'identifier quelle est la charge identitaire qu'a chacune de ces équipes? Est-ce qu'on peut toujours dire aujourd'hui que Bastia reste l'équipe de la Corse? C'est-à-dire que, d'après ce que l'on ressent, nous, quand on est dans le milieu sportif, les Corses ont vécu une période où pratiquement la foison de joueurs qui étaient corses et qui sont partis jouer à l'extérieur ou qui ont joué en Corse, par exemple, il y avait 9 Corses dans l'équipe du Gazélec qui est championne de France amateur. Évidemment que quand l'équipe, on s'identifie dans l'équipe à travers les joueurs qui jouent, qui sont d'un village comme Claude Pape et qui était de Porto-Vecchio, donc il y a tout Porto-Vecchio qui suivait le club en question. On s'identifie plus fortement à un club où il y a une plus grande majorité, je dirais, de joueurs insulaires. Ce problème s'est posé au plan international, il n'y a pas qu'en Corse, parce que Seb Blatter, qui est critiqué, mais qui a quand même une grande vision, à la FIFA, avait remarqué que le recrutement, après l'arrêt Bosman qui permet à n'importe quel club de recruter il savait qu'il n'y a plus les interdits d'avant, il s'est quand même rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des joueurs formés localement, qui est une racine locale un peu dans les clubs, régionales, locales, territoriales, dirons-nous. Et c'est très important que les clubs corses ne perdent pas cette donnée, mais maintenant, c'est pas la faute des clubs s'il n'y a pas sur le terrain disponible autant de joueurs qui convient pour jouer en première division, voire au plus haut niveau. Ça, c'est un problème qui est un problème aussi qui tient peut-être à l'évolution de la société corse. Justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur. Comment se fait cette identification du public corse à son équipe ? Je pense qu'il y a toujours l'attachement aux couleurs qui est sain, qui est une émulation. Moi, je respecte parfaitement. J'aime pas trop quand de l'extérieur de la Corse, on nous renvoie à nos derbys, c'était le cas il y a un certain nombre d'années, les caméras, au lieu de filmer ce qui se passait sur la pelouse, filmaient ce qui se passait dans les tribunes. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus que les Corses tombent dans le panneau qui consiste à revenir à leurs vieux démons, c'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'on participe à des championnats extérieurs, qu'ils soient contre des équipes continentales ou étrangères, comme c'est la Coupe d'Europe, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours prévu que le jour où la Corse participe à des compétitions internationales, c'est toujours très très bon. C'est une très bonne chose. Mais revenir à nos problèmes internes, c'est pas non plus toujours très 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 sain dans le cadre de la société corse actuelle et de ses problèmes, sur le plan, je dirais, qui n'est plus un plan sportif. Maître Lucien Feli, merci. On se donne rendez-vous demain pour l'avant-dernière émission de la semaine en votre compagnie. À demain, merci. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans cette avant-dernière émission de Story en Austral. Je suis toujours en compagnie de Maître Lucien Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que ça fait 15 jours pratiquement que nous sommes en votre compagnie. L'ensemble des émissions que nous avons réalisées est disponible sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Aujourd'hui, on va s'interroger aussi sur une autre facette du football, les liens entre le football et la politique. On a parlé d'identité, mais on n'a pas parlé finalement de la politique. À quel moment finalement le football corse va représenter, on peut le dire, un intérêt pour le monde politique en général? L'expression identitaire forte qu'avait comment dirais-je, incarné le football corse a incontestablement servi le courant politique qui était, à mon avis, derrière, qui était le courant politique de
de l'émancipation de la Corse. Puis il s'agissait de s'émanciper, de sortir du cadre étroit du championnat de division d'honneur, d'aller se coltiner à des clubs de l'extérieur, voire même plus haut, monter vers l'Europe. Le grand rêve, malheureusement, du soir de Fouriani, quand il y a eu la catastrophe, c'était de retrouver l'Europe. Et des compétitions internationales qu'on a retrouvées avec la Squadra Corse. Petite parenthèse, on en parlera une autre fois. Le vrai problème, c'est que le courant politique qui pousse le plus dans cette direction, c'est incontestablement le courant nationaliste qui était au départ de tout, qui était dans les tribunes lorsqu'il y a les premiers matchs du Gazélec, de l'ACA, du Sporting, de tous les clubs corses, quand ils partent, et des cadets corses aussi. Mais pour autant, pour ne pas justement que les gens de l'extérieur y perçoivent une instrumentalisation, les clubs, ce que deviennent les clubs dans le monde actuel du football, les clubs peuvent être effectivement, comme le Paris Saint-Germain, il n'y a pratiquement que des joueurs étrangers, donc peuvent être la résultante de forces économiques, et les clubs corses doivent rester effectivement la résultante donc, de ce qu'on appelle un football authentique, un football dans lequel nous nous reconnaissons. Et c'est vrai que les Corses, les Corses qui aspirent effectivement à s'inscrire dans cette émancipation, ont toujours voulu que les clubs corses, quels qu'ils soient, dans les compétitions, incarnent ces valeurs traditionnelles de notre identité. Et pour vous dire la vérité, je pense que l'évolution du football nous met un peu en difficulté parce qu'elle se fait sur la base de moyens financiers qui sont incroyablement supérieurs à ceux que nous avons. Donc nous continuons à vivre un peu sur un miracle permanent, mais c'est le miracle de la foi, de la passion, et c'est peut-être le miracle d'un football authentique qu'il faut toujours préserver dans cette île. Un football authentiquement corse, identitaire, qui répond à cette considération d'une terre de football en Méditerranée qui a produit un énormément de joueurs et qui en produit moins, qui devrait commencer effectivement à s'intéresser à la production authentique de ces jeunes qui sont... Je parlais des années 60-62, il me serait difficile de citer tous les noms du football corse qui ont été en première ligne entre les années 60, 70, 80 et à l'extérieur aussi. Pour autant, il est vrai que parfois, lorsqu'on évoque les années 60 ou 70, on rattache certains clubs à certains partis politiques ou en tout cas, au niveau des supporters, à certaines tendances. Ça aussi, ça s'est vu lorsqu'on fait un petit historique du football en Corse. Quand le Sporting a eu son époque de gloire avec la Coupe d'Europe, c'était, je crois, Paul Natal, le président, qui en fin de compte, non, les clubs passent, l'entité d'un club passe et les présidents, les dirigeants peuvent être différents. Je pense que, j'espère que d'ailleurs qu'on n'identifiera pas trop les clubs à des connotations politiques, parce que ce serait encore un moyen de diviser un peu un élément de la Corse contemporaine qui est quand même un élément important. Nous, à la Ligue Corse de football, il y avait 12 000 ou 10 000 licenciés, ça touche toute la Corse, toutes les familles. Faut surtout pas que le football devienne à nouveau un germe de division dans un pays qui a besoin, plus que tout, plus que jamais, d'union. Moi, je pense que, de même que les fameuses joutes entre le Nord et le Sud, elles sont quand même un peu dépassées dans le contexte actuel. Bon, le match Bastia-Ajaccio d'il y a 30 ans et Bastia-Ajaccio d'aujourd'hui, c'est plus la même chose quand même. Il y a des joueurs de Bastia qui sont venus jouer à Ajaccio, Gazélec, il y a des joueurs qui se croisent. Les dirigeants... Non, je veux dire qu'à un moment donné, ça me semble quand même déjà un petit peu du domaine du passé, ça. Ça devrait, du moins. Maître Lucien Fil, je vous remercie. On se donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Maître Lucien Fil. Bonsoir. Je rappelle évidemment que l'ensemble de ces émissions est disponible en vidéo et en podcast sur le www.alta-frequenza.com. Alors, nous avons parlé hier des liens entre le politique et le football. On va parler aujourd'hui des supporters. Est-ce qu'on peut dresser un portrait robot finalement des supporters ou du supporter corse ? Bon, le supporter corse est animé par quelque chose de plus profond, de plus authentique que le supporter de certaines villes ou certains grands clubs à l'extérieur. Parce que des fois, on se demande, l'attachement à certains clubs est plus artificiel des fois de l'autre côté de la Méditerranée, même si c'est les couleurs d'un club qui sont portées. Je trouve qu'en Corse, il y a toujours chez nos supporters quelque chose de plus profond. Après, évidemment,
moi, je suis supporter de tous les clubs corses. D'ailleurs, j'essaie de faire passer, autant que faire se peut, ce message qui consiste à dire qu'on peut être le supporter de tel club et aimer ses couleurs et pour autant ne pas avoir une animosité, une aversion pour l'autre club, Ajaccio comme dans le reste de l'île. Mais je respecte ceux qui vont plus loin, mais quand ça va jusqu'à des incidents, il faut quand même considérer que ça ne peut faire que la joie de nos adversaires qui prennent plaisir à voir ces conflits s'exacerber. Pour autant, les supporters corses sont des gens très passionnés. Il y a une passion qui est phénoménale. D'ailleurs, elle est peut-être aussi forte en Corse que dans certains pays latins. On est vraiment au cœur de la Méditerranée. Et je crois que les supporters corses ont un attachement à leur couleur qui est peut-être plus fort et plus authentique que certains supporters dans les clubs traditionnels qui changeront peut-être plus facilement d'attachement dans certaines régions que j'ai connues sur le continent. On ne peut pas parler aussi en Corse de hooliganisme. Ça, c'est un phénomène qui n'existe pas chez nous. Non. Et c'est pas, voilà, exactement. C'est la grande différence, c'est que ça ne verse pas dans des groupes politiques ou qui font passer leurs pulsions de violence qui sont d'ailleurs dirigées, je ne sais contre qui, contre quoi. En Corse, s'il y a des aspirations politiques ou des sentiments politiques, c'est toujours ceux qui consistent à porter l'émergence de la Corse, l'identification, l'identité, le vecteur identitaire qui est derrière les supporters qui sont aussi bien à Ajaccio qu'à Bastia. Pour autant, il peut y avoir aussi une forme de violence qui s'exerce dans le football corse. L'histoire quand même du football corse a aussi des relents tragiques, bien évidemment. Il y a une violence qui s'est quand même largement atténuée. On a les statistiques des incidents dans les différentes ligues. La Corse n'est pas du tout une des ligues les plus violentes, loin de là. Je pense que la région parisienne doit être largement au-dessus. Il y a de la violence un peu partout. En Corse, les choses se sont largement arrangées, calmées. Il y a eu des actions qui ont été menées en ce sens. Par contre, la violence actuelle dans le football, elle ne passe pas encore cette violence qui est un peu inquiétante qu'on voit passer dans certaines affaires sur le continent. Elle n'est pas encore arrivée ici en Corse. Par contre, les Corses sont très souvent ont le sentiment de discrimination et il y a des situations dans les stades où visiblement la tension monte quand certains arbitrages, certaines décisions sont prises en Corse ou par rapport à une équipe corse alors qu'on n'est pas tout à fait certain qu'elles seraient prises ailleurs par rapport à d'autres clubs. Vous voyez ce que je veux dire ? Justement, quand on parle de violence autre, de cette violence qui est en train de naître peut-être dans le football au niveau international ou national, comment vous le qualifieriez ? Est-ce que c'est une violence, est-ce que c'est une violence qui est proche du hooliganisme ou est-ce qu'il y a une évolution aussi à l'heure actuelle ? En Corse, je pense pas en Corse, mais à l'extérieur. À l'extérieur, il y a un travail intense qui a été fait pour éradiquer le hooliganisme. Je crois que ça commence en Angleterre, ils l'ont fait sérieusement. Je pense que c'était une absolue nécessité. D'un autre côté, il ne faut pas non plus que les stades deviennent des cathédrales immobiles. Il faut qu'il y ait de la passion, des drapeaux. Il faut que les stades restent aussi qu'il y ait une ambiance spectacle, de grand spectacle, mais juguler tout ce que sont ces violences stupides sur les parkings des autoroutes, des rendez-vous. C'est vraiment, ça n'a strictement rien à voir avec. Moi, je pense que ce sont des considérations totalement extérieures au football qui viennent se greffer sur le football pour résoudre des problèmes d'ordre psychopathologique qui n'ont rien à voir avec le sport. Maître Lucien Féli, merci. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Au revoir.